Bonjour à tous, merci, d'être présents. Donc déjà, une première chose, est-ce que ça ne dérange personne d'être enregistré? Code du RGPD, je suis obligée de vous poser la question. Bon, beh, si ça dérange personne, très bien. Donc pour ceux qui sont, présents pour écouter aujourd'hui, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser sur le chat. Comme ça, on pourra s'arrêter sur certaines parties, et on vous les présentera. Du coup, aujourd'hui, nous allons aborder différents points avec différents intervenants que je vais vous présenter. Vous aurez 2 premières parties, on va dire, un peu plus, théoriques sur du marché avec des acteurs, locaux, enfin locaux, des acteurs nationaux plutôt, qui vous expliqueront comment bien adapter votre marché, votre stratégie. Puis ensuite, on vous présentera du coup, les 3 acteurs, qu'il faut que vous connaissiez si vous voulez vous implanter, à l'international. Et puis on terminera avec, des retours d'expérience, avec 3 entrepreneurs, qui vous partageront du coup, quelques conseils. Donc au niveau des intervenants, nous aurons, Yann de la CCI Internationale Nouvelle-Aquitaine, Clément, sur, Business France et Vincent qui représentera Sirena Startup. Et puis nous aurons du coup 3 autres entrepreneurs, Laurie, Mickaël et Sébastien, qui vous présenteront, du coup leur expérience. Je vais laisser, la main, à Yann. Bon, merci Charlotte pour l'intro. Identifiez votre marché, vos marchés à l'international. Comment définir le marché? Pardon. On est bon. Ouais, la prochaine slide, on est nickel. Comment on va définir ce marché cible à l'étranger? On va avoir tous des expériences, des affinités avec certains pays, avec certains segments marchés, et c'est souvent ce qui va nous driver. Par contre, c'est bien d'apporter également du factuel. On a identifié certains pays qui vont avoir un intérêt pour notre offre, mais par contre, on ne sait pas quel pays sélectionner en priorité. Ce qu'on va faire, c'est on va prendre des critères qui vont être les mêmes pour chacun de ces pays et on va les comparer. Pas pour faire une étude de marché la plus poussée possible, mais pour pouvoir se driver d'un point de vue court terme, moyen terme, long terme. Cet exercice, donc avec des critères qui sont génériques et de plus en plus spécifiques, on va en prendre quelques-uns, on va également l'allier à la vraie vie. Est-ce qu'on va avoir des leads entrants? Est-ce qu'on a une opportunité dans certains pays de travailler, c'est toujours sur la même slide, de travailler avec certains partenaires, certains intégrateurs, distributeurs qui vont se présenter? Parce que le marché idéal, il y a un idéal, mais par contre, il va falloir le travailler en temps réel. Ces marchés, souvent, ce qui revient le plus souvent en termes de potentiel, ça va être les États-Unis, le Canada, les pays francophones, voire la Chine. Par contre, c'est des pays qui sont très durs à pénétrer. Là, on va plutôt raisonner en termes de ROI qu'en termes de chiffre d'affaires, justement pour cet exercice de court terme, moyen terme, long terme. Est-ce qu'il est plus pertinent d'investir massivement pour certains pays ou de voir un ROI plus important sur le court terme sur d'autres pays, voire segments marchés? Et après, également, être honnête avec soi-même. Je parlais à l'instant des États-Unis. Est-ce que par rapport à ce pays qui va être l'idéal, le pays qui est le plus mature, le plus intéressant pour notre offre, est-ce qu'on a la notoriété nécessaire, suffisante justement pour ce marché? Est-ce que nous, on a assez d'expérience pour bien travailler ce marché? Est-ce qu'on est prêt à consentir les efforts pour adapter notre offre, notre produit? Ça, c'est à voir au cas par cas. L'autre slide, s'il te plaît. Donc, pour acquérir ses premiers clients à l'étranger, il y a également la notion de la segmentation marché. On essaie tous de tendre un produit qui est le plus scalable possible. Par contre, malheureusement, il va quand même falloir s'adapter. Les marchés à l'étranger sont toujours différents du marché domestique et il n'y a pas de raison pour que ça aille plus vite à l'étranger qu'en France. Il va y avoir des circuits de décision qui peuvent être plus rapides. Par contre, il y aura toujours une adaptation, il y aura une redéfinition des buyers persona à faire. Ça va être trop simple d'avoir toujours la même recette. Donc, on fait l'exercice qu'on a vu avant, on apporte du factuel. Par contre, il va également falloir tester la traction marché. Pas parce qu'on a tous les feux au vert que le marché va prendre. Il va falloir tester votre offre sur ce marché. Est-ce que tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc, en termes d'outils et partenaires qui sont à votre disposition, ce que je conseille vivement du coup, c'est de faire l'exercice de priorisation marché que je viens d'évoquer de slide juste avant et de vous appuyer sur certains partenaires qui sont là pour vous accompagner à l'international.
On a la Team France Export qu'on va vous présenter. On a la French Tech et sa communauté internationale, également Sirena Startup et tous les réseaux qui vont être spécifiques à votre activité. Ce que je vous invite à faire également, c'est justement être en contact avec ces différents acteurs. Je vous invite à vous adresser à l'ensemble des conseillers pour être redirigé vers la personne qui sera la plus à même de répondre à tous vos besoins, d'envoyer un mail à international@nouvelleaquitaine.cci.fr. Merci beaucoup, Yann. Donc, vous voyez, c'est quand même une introduction, on va dire, sur ces sujets-là. L'objectif de ce webinaire, c'est aussi de vous présenter, du coup, ces différents acteurs et que vous compreniez aussi vers qui vous pouvez vous adresser pour vos différents besoins. Donc là, maintenant, on va laisser la main à Clément de Business France sur la deuxième partie, adapter votre stratégie. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous parler effectivement de comment adapter votre stratégie internationale. Alors, pour compléter ce qu'a dit Yann tout à l'heure, donc je vais vous parler de l'effet prisme marketing. C'est un petit peu des généralités, mais quand vous partez à l'étranger, en fait, là, on parle de perception, c'est-à-dire de perception de votre service ou de votre produit, et vous partez soit à égalité en termes de perception, soit plutôt positif, soit plutôt négatif. Je prends un exemple tout simple. Les Français, pour tout ce qui est tech, on est plutôt reconnus comme des ingénieurs, des bons ingénieurs, mais des mauvais marketeurs à l'étranger. Par exemple, dans la food, les produits food français partent avec un avantage plutôt comparatif puisqu'on a une image de base qui est plutôt bonne. C'est assez différent suivant les produits et les services qu'on propose. C'est à vous de prendre en compte cette partie-là et de casser ces préjugés quand vous allez à l'international. Donc, il faut bien les prendre en compte quand même quand vous y allez. Ensuite, quand vous choisissez vos marchés et notamment vos segments de marché et vos cibles, il y a un temps de décision sur certains marchés qui peut être plus ou moins long. Alors, quand vous avez une startup, que vous cherchez vos premiers clients et vos premières références, c'est très important, puisque bien évidemment, si vous allez sur un marché comme la santé, les temps de décision sont assez longs, et en plus de ça, vous avez des certifications, alors que si vous allez sur l'industrie ou sur la tech, vous pouvez avoir des temps de décision courts. Ce qui veut dire que, par exemple, un marché qui était prioritaire comme la santé en France peut être un marché à mettre de côté dans un premier temps pour avoir des références plus rapides dans un autre pays. Sachant que souvent, en tant que startup, vous allez chercher du cash en premier. Voilà. Donc, ça peut être intéressant de remettre ça en cause à chaque fois que vous allez dans tel ou tel marché, puisque certains secteurs peuvent être plus faciles à approcher que d'autres quand vous y allez. Euh, j'ai notamment l'exemple d'une entreprise qui était spécialisée dans l'IA, qui est dans le sud de la France, qui voulait se développer à l'international et qui faisait en fait de l'IA et de la mesure de précision, normalement pour tout ce qui était chirurgie, et qui a décidé finalement de se lancer en fait dans la mesure de précision pour tout ce qui est retail et équivalent en Vinted, et qui a réussi à trouver des références comme ça à l'international avant de retourner sur son marché effectivement plutôt médical sur le long terme. Ensuite, commencer sur un marché B2B ou B2C, alors ça, c'est une vraie question pour certaines entreprises. Moi, j'ai le cas, pareil, une entreprise qui s'appelle Genario, que j'ai eu le plaisir d'accompagner, qui était de se dire, en fait, le B2C, c'est très bien pour avoir c'est plutôt un modèle marketplace. C'est très bien pour avoir un certain nombre d'utilisateurs, de la data, mais ce qui va ramener de l'argent en premier et ce qui est partenaire stratégique va être du B2B. Donc, ils sont d'abord allés chercher du B2B avec du freemium ensuite et ils ont amené en second plan en fait une stratégie B2C. Autre cas intéressant également, les entreprises de services numériques, éditeurs de logiciels. Là, pour prendre du recul, quand vous vendez du service à l'international, c'est ce qui est le plus difficile parce que souvent le service est très lié aux personnes et à la notoriété. Quand vous commencez à l'international, vous partez de zéro. J'ai eu le cas d'entreprises de services numériques qui étaient très connues, qui partaient avec des Carrefour, des Renault et autres, et qui partaient en Algérie, aux États-Unis et autres. Ils étaient connus pour ces grands groupes français. Ils étaient déjà présents dans les pays, mais ils cherchaient d'autres clients dans les pays. Et ils se rendaient compte qu'en fait,
C'était très compliqué. Donc, du coup, ils ont switché sur un modèle plutôt logiciel qui a permis de trouver les premiers clients et de monter en notoriété. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Prochaine slide. Ensuite, sur les cibles de vente et les types de distribution. Donc, vous avez trois types de vente, je dirais. L'implantation directe, donc installation d'entreprise et votre propre staff. La vente en direct, direct avec un commercial sur place et des intermédiaires. L'implantation, vous allez, sur certains pays, elle est obligatoire, soit si vous voulez vraiment scaler, soit juste pour y aller. Sur la tech, souvent, on a le cas des USA, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment vous développer aux États-Unis, vous avez besoin d'une adresse en local, vous allez avoir besoin d'un staff culturellement faut être américain pour parler aux Américains, qui va être sensibilisé au marketing qu'on n'a pas autant qu'en local. Pareil sur l'Allemagne, l'implantation en Allemagne, là c'est carrément régional, c'est-à-dire qu'il faut être dans chaque région et avoir un commercial dans chaque région. Et en plus, le fait d'avoir une adresse, un numéro en allemand, alors c'est bête, mais c'est ce qui peut faire la différence pour avoir des commandes. Les intermédiaires, donc là on parle d'intégrateurs pour les logiciels, on parle d'importateurs pour des produits alimentaires. Certains marchés, en fait, ils vous imposent d'avoir en fait des locaux et des intermédiaires locaux. Je prends souvent l'exemple des Émirats Arabes Unis. Si vous voulez vendre du vin aux Émirats Arabes Unis, déjà, c'est un petit marché en ce qui concerne le vin. Vous avez deux importateurs. Donc là, vous avez juste pas le choix. Mais en termes d'adaptation de produits, d'adaptation à la législation, c'est des partenaires qui peuvent être très, très intéressants, qui connaissent la culture en local. Ce qu'il faut savoir avec eux, c'est qu'il faut passer du temps sur l'animation. Ça, c'est très important. Ensuite, tout ce qui est VIE. Alors, le VIE, donc le volontariat international en entreprise, le principe, donc, c'est envoyer un jeune à l'étranger. Ça peut être une bonne solution. Sur certains pays, ce n'est pas la solution adaptée pour avoir une force commerciale en front, notamment aux USA. Vaut mieux c'est bien pour avoir quelqu'un d'intermédiaire pour la gestion des ventes et autres, mais ce n'est pas forcément toujours la bonne solution. Il faut mieux se poser la bonne question et nous poser la bonne question. On sera capable de vous dire quand le déployer. Ah, tu avais terminé, Clément? Ouais, j'ai terminé. Parfait. Du coup, là, on va partir plutôt sur comment bien s'entourer, parce que c'est vrai que j'ai souvent des retours d'entrepreneurs qui me disent bah, c'est pas clair, c'est quoi la différence entre Business France, CCI, French Tech, Sirena. Bon, la French Tech, on ne la présentera pas aujourd'hui, mais en tout cas, j'espère que ça sera plus clair pour vous sur qui fait quoi. Donc, je crois, Clément, c'est à toi encore de parler sur cette slide-là, donc je te relaisse la main. Alors, très rapidement, la Team France Export, on est un réseau qui intègre Business France, donc les équipes internationales de Business France. Donc, on est plus de 1500, dont la moitié à l'international. Les CCI françaises, donc en région, donc, dont Yann fait partie. Le principe, c'est Business France, on est plutôt des spécialistes. Par exemple, moi, j'ai entre guillemets l'étiquette IA, éditeur de logiciels et quantique. Donc, je m'occupe de ces secteurs-là à Paris et après, on a des bureaux à l'étranger. Et les CCI, donc en région, comme Yann, sont vos partenaires de proximité pour vous conseiller tout au long en fait, de votre projet à l'export. Et en plus, on a BPI donc, qui intervient sur la partie financement et assurance, notamment avec l'assurance prospection et un certain nombre d'autres aides financières. Et on a également des conseillers en commun, mais plus sur des grands comptes. Donc nous, on intervient vraiment sur tous ces dispositifs du questionnement justement et à l'accélération à l'international, à l'aide au financement, puisqu'il y a également les régions qui viennent en plus dans ce dispositif. Donc, Yann, je te laisse la main. top, merci. Donc, pour la partie CCI internationale, en Nouvelle-Aquitaine,
la CCI, on va travailler sur tous vos besoins à l'international. On va vous aider à vous préparer à être bon à l'international. La CCI, c'est deux types d'accompagnement. Il y a de l'individuel, il y a du collectif. Pour la partie collective, c'est notamment la Team Naki qui propose un accompagnement sous la forme d'une délégation régionale pour les événements internationaux majeurs, notamment de la tech, comme le CES à Las Vegas, l'IFA à Berlin, le Web Summit, le Slush et encore d'autres événements de la tech. Cet accompagnement, il va vous permettre d'optimiser la présence sur ces salons. Pour la partie individuelle, c'est 16 conseillers qui sont présents sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, et il y en a 6 dont je fais partie qui sont spécialisés dans la tech. L'avantage d'avoir un conseiller, c'est qu'on va voir ensemble tous vos projets et on allie ça à la Team France Export qui s'est mise en place il y a 5 ans. C'est que par rapport à tous vos projets, on va vous aider à trouver la bonne personne pour tous vos projets tous vos projets à l'international dans tous les pays, que ce soit au niveau Business France, Clément l'a évoqué, c'est 1500 personnes. La BPI pour des accompagnements surtout financiers. La région qui est aujourd'hui un acteur majeur en Nouvelle-Aquitaine. Et la force d'une CCI, c'est surtout la partie structurante de préparation. Donc, on peut travailler ensemble sur la partie de priorisation marché que j'évoquais tout à l'heure, la mise en place d'un plan d'action et d'optimisation des finances entre les différents dispositifs de cofinancement qui existent aujourd'hui. On a également un volet formation sur 3 points qui sont très importants pour l'international, la partie stratégique, la partie commerciale et l'administration des ventes. Euh, et donc, on est membre fondateur de la Team France Export au même titre du coup que Business France et la BPI. Merci Yann. Dernière slide, vous pouvez retrouver notre programmation qu'on a mis, qui est spécifique tech et services innovants au niveau national. Donc, on a à peu près une cinquantaine d'opérations qui vont de la mission en fait exploratoire sur Slush ou Web Summit dont on a parlé tout à l'heure, jusqu'à des programmes d'accélération assez poussés, spécialisés sur la cybersécurité. Donc, une cinquantaine d'actions. Certaines sont financées par la région et sont faites avec la région Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à revenir vers nous. Et donc, vous avez tous les autres secteurs, plus les événements en région qui sont repris en dessous, donc sur la plateforme Team France Export Nouvelle-Aquitaine. Merci Clément. De toute façon, je vous enverrai les slides à la fin de la présentation et je rajouterai sûrement aussi les contacts de ces différentes structures et des start-upers aussi s'ils veulent vous partager. Comme ça, ce sera pour vous. Du coup, c'est au tour de Sirena Startup de Vincent qui va vous expliquer ce programme du coup. Bonjour à tous. En effet, Sirena Startup, c'est le dispositif d'accompagnement à l'international des startups de Nouvelle-Aquitaine qui est opéré par les 10 technopoles de la région en partenariat avec l'équipe de l'international, c'est-à-dire la Team France Export, Team Naki et la French Tech Bordeaux qui ont déjà été cités. Ce programme est appuyé sur 2 offres. Une première offre qui s'appelle Discovery, qui a pour but de sensibiliser très tôt les startups en devenir pour qu'elles intègrent la dimension internationale dans leurs projets. Donc, on leur propose la découverte d'un marché export de leur filière en tant que simple visiteur d'un grand salon international et de la découverte d'un écosystème, d'un incubateur ou d'un accélérateur international où se déroule ce salon. Donc, les 3 salons qui ont été fléchés pour cette offre Discovery sont l'IFA Berlin, la Smart City à Barcelone et le Web Summit à Lisbonne. La deuxième offre qui s'adresse plutôt à des startups qui ont déjà une traction commerciale et qui ont envie effectivement d'accélérer leur stratégie d'export dans un pays ciblé visé par cette startup. Donc, c'est un focus beaucoup plus commercial qui est adressé par cette offre. Donc, on s'appuie sur 7 passerelles internationales qui ont été construites en Afrique du Sud, au Canada, au Portugal, au Pays Basque espagnol, au Sénégal, au Mexique, au Japon. Et via ces 7 passerelles, on va effectivement faire une expérience de soft landing immersif, c'est-à-dire que la startup va partir 2 semaines en immersion totale dans le pays. Elle va être accompagnée par un coach local qui va lui permettre de développer commercialement son offre.
Elle va s'appuyer sur des expertises et des cours de formation en droit, fiscalité et financement local. Mais elle va également avoir un planning de rendez-vous établi localement avec des fournisseurs, avec des clients et avec l'écosystème local pour bien intégrer toutes les dimensions du marché qu'elle souhaite conquérir. Donc là, à l'heure actuelle, nous opérons la passerelle Canada. Trois startups de Nouvelle-Aquitaine sont parties à Shawinigan. Nous allons également recevoir trois startups en Nouvelle-Aquitaine, trois startups canadiennes. Et pendant 2 semaines, on va effectivement avoir cette réciprocité de services pour que ces startups se développent commercialement sur nos deux territoires. Une bourse est octroyée aux startups qui font cette passerelle, 1500 euros pour l'Europe et 2000 euros hors Europe. Et cette offre et le prérequis est d'être adhérent à Sirena Startup, le coût d'adhésion étant de 200 euros. Je vous propose d'avoir tous les détails de cette offre sur le startup sirenastartup.com et ma collègue Sandrine Doyen, qui est la coordinatrice du Sirena Startup, se tient à votre disposition pour tout complément d'informations. Merci à vous trois. Est-ce que, avant qu'on commence sur les retours d'expérience, est-ce que vous avez des questions envers Sirena, Business France ou la CCI internationale? Vous pouvez nous les poser indirectement ou lever la main sur le Zoom si vous en avez. N'hésitez pas. C'est là. Bon, ben, c'est que vous avez, si je ne vois pas, c'est que vous avez été tous clairs. Mais en tout cas, n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions, ou même nous à nous demander pour vous orienter vers les bonnes personnes. Donc, on va passer sur les retours d'expérience et on va commencer avec toi, Mickaël. Donc, du coup, que peux-tu donner comme conseil, comme retour à ces entrepreneurs qui veulent acquérir leur premier client à l'étranger? Enfin, par où commencer? La parole est à toi. Bonjour. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je conseillerais déjà de s'appuyer sur ce qui existe, sur un réseau existant, parce qu'on a quand même de la chance, on a quand même pas mal de supports et de personnes qui sont là pour nous aider pour la partie prospection, mais également pour la partie organisation. Tout à l'heure, j'ai écouté, je suis arrivé en cours de route, alors j'ai entendu pas mal de choses par rapport aux différents salons qui étaient proposés avec des financements qui sont proposés aussi pour découvrir ces marchés ou tester l'appétence marché à moindre coût. Moi, je rajouterais qu'il y a également pas mal de supports pour aider des sociétés en termes organisationnels, c'est-à-dire les aider à réfléchir à comment ils vont s'organiser d'un point de vue logistique, comment elles vont s'organiser d'un point de vue financier, comment elles vont s'organiser si elles veulent s'incorporer, comment elles vont s'organiser pour aller prospecter. Toutes ces données-là. Donc, en fait, il y a pas mal de choses qui existent. Donc, appuyez-vous dessus. Et l'autre conseil que je donnerais principalement, c'est qu'il est complètement possible de s'internationaliser à partir de la Nouvelle-Aquitaine sans forcément être une multinationale avec des bureaux à l'autre bout du monde. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien commencer à partir de la Nouvelle-Aquitaine et tout en étant en fait dans des tout petits bureaux. Moi, j'ai eu l'expérience avec plusieurs sociétés sur la Nouvelle-Aquitaine que j'ai pu accompagner, dans lesquelles j'étais actionnaire ou j'ai pu monter. Et honnêtement, on a été complètement capable de développer une société basée à Bègle, développant son chiffre d'affaires à 98% à l'international dans un tout petit bureau du château numérique de Bègle. Donc, n'ayez pas peur de vos ambitions et surtout appuyez-vous sur les réseaux. Tout à l'heure, on a entendu la CCI, on a entendu Sirena, la French Tech. Enfin, il y a quand même beaucoup d'acteurs dans la région qui sont capables de vous aider. Donc, n'hésitez pas. Super. Tu voulais peut-être rajouter d'autres choses, même parler peut-être de ton expérience, toi, à l'international, parce que tu as quand même une belle expérience internationale. Peut-être te présenter. Ouais, pardon, j'ai pas fait du tout. Donc en fait, moi, Pas grave. excusez-moi. Donc du coup, moi, j'ai un background vraiment à l'international. Donc j'ai à peu près 23 ans au compteur de développement commercial international, de développement de start-up, de direction des achats dans des buying groups, principalement dans le monde de la tech, à la fois sur la tech pure, de la mémoire, de l'IoT et aujourd'hui dans les nouvelles mobilités. Donc moi, j'ai toujours bossé dans des boîtes qui s'orientaient à l'international, donc qui n'ont jamais été incorporées aux États-Unis, qui ont toujours été basées sur Bordeaux ou la région, et aujourd'hui à Bidart. Et concrètement, l'idée, c'est vraiment en fait de développer le tissu industriel pour moi ici et de se vendre à l'étranger. Et donc, on a réussi dans certaines expériences
notamment la dernière en date qui était Marbotique, a développé une société qui était entre 95 et 98% de chiffre d'affaires réalisé à l'export sur les 5 dernières années. Et dans les success stories, en fait, on était sur 52 pays et on avait réussi en fait à signer avec Apple notamment. Et pour moi, c'est vraiment la démonstration de ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, Apple, c'était réellement le Graal. Bon, après, il ne faut pas connaître les dessous des cartes, bien évidemment, hein, mais en tout cas, c'est le Graal. Et en fait, concrètement, ils ont été convaincus par une société qui était dans une cité numérique, incubée, qui a été Unitech, qui était upgrade, et qui, en fait, concrètement, a réussi à les intéresser de par l'offre de valeur, mais également tout ce qui allait autour. Donc, c'est complètement faisable et c'est complètement possible. Après, ce qui est compliqué lorsqu'on est entrepreneur, c'est que forcément, on doit avoir en fait un œil sur tout. Et ça, c'est super dur. C'est-à-dire qu'en fait, vendre le produit, c'est pas tout. Il faut derrière tout ce qui est la partie logistique, la partie packaging ou marketing qu'on a tendance à laisser un peu de côté. Mais on a également toute la partie légale. Et pour ça, honnêtement, appuyez-vous sur le réseau. Moi, je me suis appuyé plusieurs fois sur le réseau, soit de ce qui est des gens qui ont déjà présenté ce qu'ils pouvaient proposer, mais également sur le réseau des entrepreneurs. N'hésitez pas à échanger. Parce que concrètement, on a tous vécu des situations un peu compliquées et la meilleure des solutions, souvent, elle est portée par des personnes qui ont vécu et qui peuvent vous donner le nom d'un avocat en Californie et qui peuvent vous donner un conseil d'approche pour tel ou tel compte et qui peuvent aussi vous aider aussi à vous positionner sur un marché. Parce que concrètement, moi, ce que je me dis souvent, c'est que moi, j'ai 47 balais et qu'à 47 balais, en fait, je fais encore beaucoup de bêtises. Et donc, en fait, ça s'arrête jamais. Donc, appuyez sur le réseau et essayez de demander, en fait, aux gens autour de vous. En fait, c'est l'exercice le plus dur. L'exercice le plus dur, c'est d'essayer d'ouvrir les chakras et d'aller voir les gens et de leur demander, en fait, des conseils ou d'essayer de networker un peu pour essayer de comprendre comment ça s'articule tout ça. Merci beaucoup. Et une dernière petite question. Si tu devais donner un conseil de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire sur un premier salon international. Alors, ce qu'il faut faire, c'est arrêter de penser que le business se fait sur votre stand. Le C'est vrai. business, il se fait partout. C'est-à-dire, quand je dis partout, c'est qu'il se fait au petit-déj, il se fait sur le stand de vos voisins ou ailleurs, il se fait sur votre stand et il se fait aussi le soir. Et le truc à ne pas faire, c'est d'y aller les mains dans les poches en se disant je vais aller sur un stand et le business il va venir tout seul. Non, il faut préparer vraiment tout ça en amont. Et c'est un vrai métier. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez vraiment tirer un bénéfice d'un salon et si vous voulez vraiment être capable de vous dire, en fait, est-ce que ça a été un succès ou est-ce que c'est un échec, eh bien, préparez tout en amont et donnez-vous toutes les chances que ça marche, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, LinkedIn, encore une fois, le réseau dont je parlais tout à l'heure, il y a un gros travail en amont à faire. Et pour moi, ce travail, il est à faire minimum. Il peut toujours se faire à quelques semaines avant, hein, mais il faut mieux commencer 3-4 mois avant que espérer en fait que le business va venir tout seul. Hein, mais ça s'appelle un coup de bol, quoi. Merci beaucoup, Michael. On va passer à Laurie, qui a été élue quand même l'année dernière, je tiens à le préciser, meilleur visiteur du CES à Las Vegas, parce que c'était leur premier salon aux États-Unis. Et on va dire que Laurie n'a pas hésité à littéralement courir après les retailers. Donc, vous allez avoir une expérience un peu plus jeune de l'international, mais qui a su vraiment bien se démarquer l'année dernière, malgré le fait qu'elle soit visiteur, parce que c'est pas facile dans un salon. Donc, oui, à toi. Bonjour tout le monde. Bah oui, effectivement, je rejoins beaucoup Mickaël sur le fait que le business, il se fait pas que sur votre stand, hein. La preuve, moi, j'en avais pas et pourtant, ben, j'ai fait du business. Donc, c'est que c'est tout à fait possible. Moi, pour présenter un peu l'activité, je suis cofondatrice de VRD Studio. Donc, la société existe depuis avril 2021. On est deux associés et en fait, on fait essentiellement de la réalité virtuelle, mais aussi des technologies digitales associées, donc les applications de touch, etc., pour souvent donner vie à des prototypes, des idées ou des produits qui ont besoin un peu de boost de ce côté-là. Donc, ça va être des configurateurs, par exemple, pour vraiment avoir une expérience sur mesure de son parcours d'achat, de son produit, etc. Est-ce que tu peux donner quelques clients start-upers ou Oui, pas? oui, bien Est-ce que sûr. Bah, nous, on a notamment cette année, on a travaillé avec Flying Wells, donc, qui construit un dirigeable, avec Aqualines qui fait un taxi volant, enfin, c'est l'expression qu'ils utilisent. Ah, top, Euh, trop bien.
Comment? Un bateau taxi volant. C'est pour que ça Un bateau taxi volant, voilà. On travaille avec une entreprise qui s'appelle Edoni, qui est basée au Cap Ferry, qui fait des Porsche Custom. Donc, on a vraiment, on a fait de l'immobilier. Enfin, on travaille avec beaucoup d'industries différentes. Mais voilà, on a cette chance-là qui est une force aussi, j'y reviendrai. Et du coup, nous, avec VRD Studios, ça a toujours été une volonté très ancrée d'aller à l'international, de découvrir un peu le monde à travers notre business. Donc, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, et surtout avec nos petits moyens, parce que bah, voilà, quand vous commencez et que vous n'avez pas forcément beaucoup de budget à allouer à l'export ou que vous n'avez pas droit à des subventions ou des aides ou quoi, parce que c'est pas toujours le cas, il y a des choses à mettre en place et c'est pas pour ça qu'on peut pas aller à l'international. Donc, sur vraiment ce qui est le retour d'expérience, ce qui est évident, c'est bien sûr les salons. Donc, moi, j'ai fait le Web Summit et le CES Las Vegas en tant que visiteur. Et donc, ça, c'est super intéressant pour un peu aller tester son discours ailleurs, parce qu'effectivement, je crois que c'était Clément qui le disait tout à l'heure, ce que vous avez l'habitude de mettre en place en France ne marchera pas forcément avec un Américain, avec un Espagnol, enfin avec un Italien par exemple, parce qu'ils ne voient pas les choses de la même façon. Et c'est bien à un moment donné de se confronter à ça pour avoir un peu le retour de ce qu'on doit améliorer, ce qu'on doit changer et comment on peut s'adapter. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est d'apprendre à redéfinir ses victoires aussi, parce que quand on commence à l'international, évidemment, le Saint Graal, c'est d'aller signer un contrat. Et puis, parfois, quand on est au tout début de l'histoire, qu'on n'a même pas la maturité de pouvoir livrer aussi derrière, en fait, la victoire, c'est pas forcément le contrat à la fin. La victoire, c'est aussi de gagner en maturité, d'apprendre, d'aller connaître un peu les autres marchés, parce que tout ça, c'est une préparation. Et quand vous y retomberez, vous serez prêt et là, vous les signerez, les contrats. Donc, c'est important d'avoir aussi une approche un petit peu bienveillante et graduelle de sa conquête de l'export, parce que tout ne se fait pas en un claquement de doigts et dès le premier coup. Au-delà des salons à l'étranger, parfois, l'opportunité pour trouver des clients étrangers, c'est aussi les salons en France, tout simplement, parce que les coûts sont moins importants quand vous avez un salon à côté de chez vous. Et là, ce que je conseille, c'est de choisir une industrie qui attire beaucoup l'international. Par exemple, nous, on a pu participer au salon du Bourget en juin parce qu'on avait des clients, Aqualines et Flying Wells qui y étaient. Et en fait, l'aéronautique, l'aérospatiale, tout ça en français attire énormément de clients étrangers. Donc là, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, ils viennent à vous. Et sur des salons comme ça, quand vous avez la chance, comme nous, de pouvoir travailler avec plusieurs industries, en fait, c'est l'occasion de les rencontrer. Et ça, c'est super intéressant parce que vous n'avez pas toujours la possibilité d'aller tout de suite à l'export ou de faire que ça. Donc, vous rencontrez les acteurs étrangers sur votre propre territoire et ça peut être une manière un peu plus simple aussi de démarrer et puis de se mettre en jambes, on va dire. Je tiens à préciser que tous ces salons à l'étranger, moi, je les ai faits avec la team Nike, donc je connais très bien les dispositifs CCI, French Tech, Nouvelle-Aquitaine, tout ça. Et voilà, faut pas hésiter à les solliciter parce que vraiment, ils vous accompagnent, vraiment, ils vous donnent la chance d'avoir cette expérience. Et de le faire tous ensemble comme ça a une valeur qui est bien plus importante que d'y aller tout seul, de prendre son petit sac à dos et c'est parti, parce que vous avez des gens sur qui vous appuyez. Nous, par exemple, on a rencontré beaucoup de nos clients dans ces délégations. Et surtout, tout à l'heure, Mickaël parlait du fait d'avoir un avocat, par exemple, à l'étranger. On a eu le sujet quand on a commencé à négocier avec une entreprise américaine, et c'est quelqu'un qui était parti avec moi au CES, qui avait un avocat à Washington, si je ne me trompe pas, et qui a pu me donner son contact, et on a pu travailler ensemble. Donc oui, c'est très, très, très important d'être bien entouré et d'avoir un bon réseau. Sur ce qui est la stratégie export avec peu de moyens, en fait, il faut pas, moi je pense qu'il ne faut pas faire de mauvaise prospection, il faut essayer vraiment d'avoir un peu de recul sur soi-même, de se dire qu'est-ce que je suis capable de faire, est-ce que ça sert à quelque chose que j'aille prospecter les énormes entreprises si en fait j'ai rien de concret à présenter pour l'instant et je suis pas au point. Les salons à l'étranger, ça peut permettre de découvrir beaucoup d'entreprises auxquelles vous n'auriez pas pensé et qui sont prêtes à, en tout cas, connaître vos services et potentiellement, après, travailler avec vous. Nous, quand on est parti au CES, on a rencontré une entreprise qui fait des motos électriques.
Et bon, on les connaissait pas du tout, hein, c'était pas une énorme entreprise américaine, mais ils sont quand même bien staffés, ils ont quand même un produit qui est intéressant. Et là, les discussions, en fait, c'est de pouvoir leur proposer un configurateur pour pouvoir montrer toutes les options quand elles sont pas disponibles et pour pouvoir donner au client une impression concrète de ce à quoi ressemblera son produit et de qualité. Donc ça, c'est qu'un exemple, mais je pourrais en citer plein. Donc surtout quand vous êtes à l'étranger, vous n'hésitez pas. Enfin, faut pas trembler, faut pas se dire ah non, j'ai pas ma place. Il faut y aller, vous risquez pas grand-chose. Au pire, on va vous dire ben non, ça m'intéresse pas et puis vous survivrez en fait. C'est pas très grave. Donc ça, c'est très important. Et aussi nous, une stratégie qu'on a essayé de mettre en place, c'est la stratégie un peu feignant, intelligent, c'est d'essayer de faire travailler nos propres clients pour nous. Donc de choisir vraiment des clients qui, eux, sont tournés vers l'international, qui ont des clients qui peuvent nous intéresser, et là, d'assurer notre visibilité, donc notamment avec la propriété intellectuelle, où on va demander à tout le monde, à tous nos clients, d'avoir notre nom, notre copyright inscrit sur les créations, d'avoir des mises en lumière et des mises en valeur pour un peu attirer le regard sur nous. Et quand on a des clients qui ont une très forte exposition médiatique, par exemple Flying Wells, c'est ultra payant parce que tout le monde va voir la vidéo qu'on a fait avec eux, que c'est super bien, que machin. Et à la suite de ça, dès que ça a été publié, moi j'ai reçu une vague de mails de gens en France, de gens à l'étranger qui étaient très intéressés, parfois simplement pour nous féliciter, et puis d'autres fois pour savoir si effectivement ce qu'on a fait était stable à leur business, quel était le budget, etc. Donc ça, c'est très important. Et je pense que si vous choisissez bien vos clients et que vous choisissez vraiment des gens qui, eux, sont dans des pays qui vous intéressent, ça peut vous aider et ça peut vous permettre aussi de gagner en crédibilité. Donc voilà. Si je devais faire un mais je dirais, les salons, ça, c'est le passage obligé et qui vraiment va vous apporter, énormément. Et puis, essayez d'être un peu malin, sur vos stratégies pour, en attendant d'avoir le budget, en attendant d'avoir les moyens logistiques, de pouvoir quand même commencer à faire des choses. Et puis, ça peut donner, de très, très beaux, de très, très belles choses. Nous, on a un client, qui est en Nouvelle-Zélande, avec qui ça se passe très bien parce que c'est un client d'un de nos clients qui a vu notre travail et qui a dit moi je veux ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est pas parce que vous êtes tout petit et que vous commencez que vous pouvez pas du tout avoir des clients à l'étranger, c'est pas vrai. Voilà. Oui, tu as quand même signé 2 clients au CES Las Vegas, dans la délégation, de Nouvelle-Aquitaine, donc Oui, bravo. merci. Quelque chose à notifier. Merci en tout cas. Je pense que c'est la preuve, voilà, comme tu dis, que tu n'as pas besoin d'être, gros, d'avoir beaucoup d'expérience internationale pour ne pas y arriver à signer tes premiers clients. Donc, bravo Laurie. Et je vais laisser la main à Sébastien qui connaît aussi bien la team Naki et qui a une belle expérience aussi internationale et dans l'industrie. Donc, je te laisse la main, à toi. Bonjour, merci. C'est difficile d'ajouter des choses pertinentes après tous les témoignages et ce qui a été dit là sur presque une heure maintenant. Donc Sébastien Roche, donc je suis président et fondateur de la société Optimize. Effectivement, je bénéficie, avant d'être entrepreneur, j'ai travaillé presque 15 ans physiquement à l'étranger sur 4 continents. Donc j'ai énormément bougé, rencontré beaucoup de cultures. Et ça m'a forgé à avoir cette capacité et cette envie en tant qu'entrepreneur d'entreprendre à l'international. Aujourd'hui, Optimize, en une minute, va ouvrir une filiale en Espagne d'ici la fin de l'année. Et je continue ma prospection internationale, moi particulièrement sur le marché de l'Afrique de l'Ouest et ensuite probablement en Amérique du Nord. Pour ajouter un petit peu au témoignage et de ce que Yann et Clément ont dit, je pense qu'une chose à faire avant tout, si je veux 3 mots, c'est 1, planifier. 2, là par contre, peu de gens l'ont précisé, c'est se déplacer physiquement, aller voir, rencontrer, découvrir des cultures, et je dis en dehors des salons même, si possible, et surtout ne pas s'éparpiller, c'est-à-dire rester bien, d'identifier rapidement des partenaires et des clients et travailler avec eux pour développer les opportunités. Plus on s'éloigne de son siège, on va dire, de Bordeaux, de la région, plus les coûts augmentent, plus la complexité de s'adapter ou de pivoter augmente. Et donc, il faut réduire à tout prix ces risques.
Donc, la stratégie que j'ai prise, c'est d'identifier un marché de proximité en court terme. Donc, pour moi, ça a été le marché espagnol, qui, d'un point de vue culturel, se rapprochait beaucoup du marché français et par rapport au secteur que je visais, était très, très proche. Donc là, j'ai travaillé sans accompagnement, je vais dire, je me déplace physiquement comme je le ferais en France. Je vais rencontrer, je prospecte et j'essaie d'analyser, de comprendre la culture des gens, des clients que je vais viser. En parallèle, sur des marchés un petit peu plus complexes, même si je les connais un petit peu, j'ai fait le choix effectivement de me faire accompagner par des CI, de profiter de cet écosystème pour se développer un réseau. Parce que l'importance, et je pense que Laurie l'a mentionné, Michael aussi, ce qui est important, c'est de s'appuyer sur des gens qui vont devenir des porte-drapeaux, qui vont être des relais. Ça peut être des clients, ça peut être des partenaires, ça peut être des fournisseurs. Donc, c'est très important quand on travaille loin et qu'on est une toute petite structure. On ne peut pas se déplacer tous les jours, toutes les semaines dans tous les pays du monde en tant que fondateur ou même ses équipes quand elles sont relativement petites. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver des ambassadeurs, il faut les identifier, il faut trouver des gens qui se rapprochent un petit peu de la culture que nous avons et de faire en sorte qu'ils puissent parler de nous, proposer nos produits ou faire la publicité de nos produits. Et c'est comme ça qu'on va réussir petit à petit à se créer une capacité de croissance à l'international. Ne pas sous-estimer effectivement l'importance de ce que nous apportons comme différence en tant que, on va dire, bordelais ou français, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on représente, quelle est la force de l'image de la France, pourquoi est-ce qu'un client étranger travaillerait avec vous plutôt qu'un acteur local, surtout dans un marché où on a tendance à essayer de consommer local. Donc c'est un peu contre-intuitif de se dire, bah, tiens, je vais aller vendre à l'étranger alors que mes clients pourraient très bien consommer local. Donc, identifier cette différence technique, technologique, mais aussi culturelle. Pourquoi est-ce que, en tant que Français, on aurait une valeur supérieure par rapport à des Espagnols en Espagne, des Américains aux États-Unis ou des Gabonais au Gabon? Donc ça, c'est hyper important. Et là, c'est vraiment cette histoire de culture qui va permettre d'identifier ces différences et qui va permettre de les valoriser. Voilà en quelques mots ce que je pourrais présenter. J'ai fait moi aussi des salons avec la Team Naki, surtout en Espagne. J'en ai tiré énormément de valeur, surtout par rapport à l'accompagnement de la French Tech et de Business France. Donc, ma recommandation serait aussi de ne pas sous-estimer effectivement la force et la puissance de ces salons et de l'équipe et de l'expérience des sociétés qui, elles, auront fait plus de salons avant. Donc ça a aussi été un avantage extraordinaire. Je recommande aux auditeurs de cette visioconférence de faire quelques salons et surtout de profiter aussi quelques aides financières qui permettent de découvrir des marchés. Merci Sébastien. C'est vrai que on a une on a de la chance d'avoir la CCI internationale Nouvelle-Aquitaine qui est quand même très active sur cette partie-là et la région. En fait, la Team Naki, ça se compose de différents acteurs, mais c'est surtout la région qui finance à 50% du coup des salons. Donc, vous voyez en visiteur ou en exposant, vous avez un accompagnement personnalisé et la gestion de tout ce côté administratif par la CCI internationale. Et puis après, il y a d'autres acteurs comme Sirena, la French Tech Bordeaux et Oui, en fonction des salles. exactement. D'autres acteurs sont inclus. Mais on a vraiment la chance, en tout cas à Bordeaux et plus largement en Nouvelle-Aquitaine, d'avoir ces aides-là. Donc, et en plus, vous avez aussi Business France au niveau national et international. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces outils-là. L'objectif de ce webinaire, c'était vraiment de vous introduire un petit peu tout ça. Qui sont ces différents acteurs-là, comment ça se passe, des vrais retours aussi d'entrepreneurs qui ont vécu des choses comme vous. Donc voilà, vous avez toutes les cartes en main. N'hésitez pas à les contacter. Et je vais laisser la parole à vous. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pourrez toujours en avoir plus tard et nous contacter. Pas hésiter à poser des questions. Hein. Ah, c'est toujours ça. Quand on a l'occasion, il faut nous sauter dessus. Oui, il faut pas hésiter à profiter de l'expérience Ouais. ou du savoir des autres parce que ça peut énormément vous apporter. Puis
quand on fait du commerce, hein, il faut savoir poser des questions. Allez-y. C'est mieux. Une chose aussi, méfiance pendant quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un lève la main ou pas, mais le salon n'est pas la représentation physique d'un marché. C'est-à-dire qu'un salon en Espagne ne représente pas le marché espagnol. Donc, il faut faire très, très, très attention de ce voilà, aller 100 fois en salon en Espagne ne fait pas un expert de l'Espagne. Hein. C'est faire très attention à ça. Il faut vraiment sortir, aller dans la rue et rencontrer quelques clients aussi. Bon, mais pas de Et questions. Ah, si? moi, non, je voulais juste rajouter un truc que j'ai oublié de vous dire. En fait, je pense que le salon et l'international peuvent être aussi votre rampe de lancement pour commencer votre business. Je m'explique. Si jamais vous trouvez un client à l'étranger, très probablement vous allez vouloir signer un contrat, faire du business, mais vous allez commencer à parler argent. Et si vous avez un produit à vendre, il est très probable en fait que si vous trouvez le bon distributeur, vous puissiez négocier avec lui qui vous paye d'avance, notamment sur certains pays où c'est très fortement recommandé. Moi, pour 3 expériences que j'ai pu faire, on a commencé directement notre business en Australie, on a continué directement sur les Philippines, sur Oman, sur plein de pays comme ça. Et les gens nous payaient d'avance. Et le fait qu'ils nous payent d'avance, ça nous a permis d'avoir le cash nécessaire pour continuer non seulement à développer, mais en plus pour payer nos charges. Donc, n'oubliez pas que l'international est un super bon moyen aussi pour financer votre propre société. Ah, je crois qu'on a une Question. question. Ah, ça y est, le premier s'est lancé. Première question. Isabelle, alors, comment procédez-vous pour communiquer à l'international en langue étrangère? Faites-vous traduire vos supports en amont? Si oui, par qui? Ressources en interne, partenaires sur le marché local, prestataires externes. Bon, je laisse à qui veut prendre la main dans nos intervenants. Peut-être les startups, parce que vous êtes plus concernés quand même sur ces parties-là. Euh, Sur la partie, moi, je vais bien répondre rapido parce qu'après, il faut que je me sauve, je suis désolé. Mais du coup, je pense que du coup, en gros, ça dépend. Si vous voulez faire du business, c'est à vous de le faire. C'est à vous de communiquer. Vous communiquez en anglais et si vous communiquez pas avec l'accent de la reine, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en fait, le plus important, c'est de se faire comprendre et le plus important, c'est d'y aller. Donc moi, par exemple, dans les recrutements, j'ai toujours recruté des gens qui, pas forcément les gens qui parlaient le mieux, mais les gens qui, en fait, savaient reprendre la balle au bon, envoyer faire des blagues ou répondre. Parce qu'en fait, c'est le plus important. C'est-à-dire que l'accent de la reine, on s'en fout. Par contre, c'est vrai que si vous avez des outils de communication, dans ce cas-là, il faut utiliser des copywriters, non pas pour qu'ils vous corrigent vos fautes, mais pour qu'ils communiquent en anglais. Je ne doute pas de votre anglais qui doit être très bon, mais qui communiquent avec le bon ton du moment. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien de tel qu'un natif qui puisse en fait refaire une passe sur ce que vous avez écrit pour le plus à la sauce anglaise ou allemande ou peu importe. Donc, mais bon, il y a vraiment une grosse différence à faire entre ce que vous dites vous en tant qu'entrepreneur et la communication institutionnelle ou la communication. Merci. Je suis d'accord avec Mickaël, il faut être décomplexé sur ces interventions en anglais ou autre langue que vous pouvez maîtriser ou pas maîtriser, parce que de toute façon, à un moment donné, l'important, c'est de se faire comprendre. Et même si c'est votre structure, la structure de votre phrase ou votre discours n'est pas totalement parfait, que vous n'avez pas tout le vocabulaire, c'est pas grave. L'important, c'est de faire passer votre enthousiasme à propos de votre idée, votre professionnalisme, en fait. En complément, je dirais que ça dépend beaucoup du canal d'acquisition. Si on est sur des canaux digitaux, je pense qu'à la question, il faut être extrêmement précis hein, quand on fait de l'acquisition, notamment automatisée sur du SEO. Là, pour le coup, il faudra être extrêmement pertinent. Donc, ça veut dire qu'il faut probablement se faire accompagner. Et en physique, et qu'on se déplace, moi, voilà, d'avoir vécu longtemps à l'étranger, nous, Français, on a toujours peur de parler. Il faut parler, on s'en fiche, les fautes d'orthographe, de grammaire, tout ça. L'essentiel, c'est d'avoir un produit valorisé et d'être passionné. La passion, ça se transmet par le langage corporel. Donc au final, ce n'est pas avec les mots qu'on va convaincre ses clients. Par contre, en canal digital, attention, il faut être extrêmement précis, mais comme en France, hein, sur les mots et sur le vocabulaire si on veut être pertinent sur Internet notamment. Hein. On a une deuxième question. Troisième question, ça y est, on les a lancées. Arthur qui c'est demande lancé. est-ce que c'est une bonne idée de faire appel à des sociétés d'accompagnement à l'international? Donc là, je pense que BF et CCI pourraient peut-être répondre sur cette partie-là, parce que vous accompagnez quand même à l'international. Donc, et puis après, petit retour aussi, je ne sais pas si Mickaël est parti, mais de Non, Sébastien et Laurie, je comment suis vous avez encore fait. là, j'ai vu qu'il y avait des questions, alors je reste un peu plus. Merci. Bon, qui commence à se lancer pour répondre? Ouais, non, c'est bon, ça marche.
Si oui, se faire accompagner par certaines sociétés, oui. Comme on l'a évoqué à l'instant, on a beaucoup de partenaires aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine et sur la France avec également Business France qui sont là pour vous aider, pour vous aider, pour vous challenger juste tous les points, même les points que vous n'avez pas forcément pris en considération sur l'international et faire un tour d'horizon des différents points. Pas que vous soyez expert forcément sur chaque point, mais que vous puissiez être suffisamment vigilant et suffisamment attentif sur les différents challenges que vous aurez demain sur les différents marchés. Donc, se faire accompagner, oui, par des sociétés à l'international, en tout cas faire un premier point pour justement, comme l'évoquait Michael tout à l'heure, ouvrir les chakras, pouvoir faire un vrai tour d'horizon sur toutes les possibilités et tous les points, on va dire, de vigilance sur les différents marchés. Ou est-ce que Laurie, Michael ou Sébastien, vous voulez compléter peut-être? Moi, Non, juste Laurie, vas-y. Merci. J'ai juste eu une expérience, nous, après le CES, effectivement, de voir que ça avait bien marché pour nous. On a été sollicités par des gens qui... C'est leur business hein, d'implanter des entreprises à l'étranger. Je reste partagée sur ça parce que je suis pas sûre que parfois leur volonté de faire du business pour leur propre société ne prime pas sur votre intérêt à vous, parce que parfois j'ai l'impression qu'ils vous proposent ça alors que vous n'êtes pas prêt. Nous, honnêtement, on nous posait il y a quelques mois, si on l'avait fait, on serait, je pense, dans un certain pétrin aujourd'hui. Je pense que déjà, quand on commence d'avoir de bons accompagnateurs institutionnels, c'est très important. Moi, quand j'ai eu des questions pour les clés, la French Tech New York, par exemple, donc, enfin, ne vous précipitez pas. Il faut marcher avant de savoir courir. Et l'important, c'est effectivement de faire les choses, chaque chose en son temps. Moi, j'ai la chance d'avoir un mentor qui est Nicolas Babin, qui était l'ancien patron de Sony, qui a vécu pendant très longtemps aux États-Unis. Quand je lui ai parlé de ça après coup, il m'a dit, ben, heureusement que tu l'as pas fait. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des entreprises bienveillantes là-dessus et qui sont vraiment qui vont vraiment bien vous accompagner tout, ça c'est pas vrai. Il y en a, c'est une réalité, mais il faut bien sélectionner, il faut pas hésiter à demander des retours, à trouver des entrepreneurs qui ont été accompagnés, leur retour d'expérience, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, négocier parce que c'est quand même très souvent des coûts qui sont vite très très importants. Et est-ce qu'ils apportent quelque chose de vraiment plus que ce que nous apporte la French Tech, la région, Business France, je sais pas, en tout cas pas au début, je pense, ou pas quand on a déjà un peu testé. Parce que par exemple, moi, je lui ai posé très simplement la question à ce monsieur, je lui ai dit, bah, ok, mais là, vous me mettez le pied à l'étrier avant que je vous paye quoi que ce soit, présentez-moi 2 ou 3 personnes et on voit ce qui se passe. Et j'ai jamais eu plus de nouvelles. Voilà. Donc, Si faites attention. Quand vous commencez à bien marcher, tout le monde veut si je tout peux vous vendre. Donc, soyez... revenir sur ce que dit Laurie, reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, bien sûr, on est sur de l'accompagnement. Je parlais notamment de l'institutionnel pour la notion de conseil, pas pour du conseil qui va coûter beaucoup de milliers d'euros à la charrue avant les bœufs. Et là, il y a chacun qui va. Ben, ils ont leur business Ouais. aussi. Ils ont leur business aussi. Là, je parle vraiment de la notion de conseil pour aller à l'international par rapport aux différents partenaires qu'on a évoqués tout à l'heure. Et par la suite, si effectivement, il peut y avoir intérêt de travailler avec Voilà. telle et telle idée de société. Mais on va pas Oui, se comment ça précipiter non plus. Ce sens-là, quoi. la région, enfin, commencez par vous rapprocher des acteurs locaux qu'on essaie de vous présenter aussi avant de vous attarder à tester plein d'autres acteurs internationaux. Vaut mieux commencer avec des personnes qui n'ont pas d'intérêt Oui. à vous vendre tout et n'importe quoi, qui sont vraiment là pour vous accompagner. Sébastien, tu Non, on voulais va répondre à la compléter question peut-être? suivante. Mais je pense que voilà, Yann et Laurie ont bien précisé. C'est pour ça que moi effectivement, comme pour le marketing, comme pour le web, comme pour tout finalement, hein, on peut choisir dès le début d'essayer de tout externaliser. Quand on maîtrise pas les choses, on commence à dépenser beaucoup trop d'argent. D'abord, dérisquer. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le 360 Export qui est remonté ici aussi. C'est que ça permet d'avancer doucement en ne faisant pas des gros investissements. Et après, effectivement, une fois qu'on a la maîtrise du marché et qu'on veut accélérer, bah là, on peut faire de façon tactique appel à des professionnels qui vont coûter un petit peu plus cher. Comme pour les recherches de subventions, comme pour tout ça. Hein, Ouais. je veux dire, il faut d'abord bien maîtriser le sujet avant d'essayer d'externaliser.
Parce que sinon, on peut se faire. Alors, il y aura des gens bienveillants, mais il y a beaucoup de gens qui le sont beaucoup moins, qui pensent d'abord à leur business avant leur. Merci, Sébastien. Du coup, la dernière question, c'est si on fait du SaaS, quelles sont les contraintes pour vendre à l'étranger, étant donné qu'il n'y a pas de problème de distribution, hors traduction, bien sûr. Bon, contrainte. Moi, j'aurais mis juste opportunité au lieu de contrainte. Mais parce que c'est plus ça qu'il faut voir. Mais il y a forcément des contraintes qui sont comme pour toute activité, qu'elle soit réglementaire ou peu importe. Mais il y a surtout des opportunités. Je m'explique. Si jamais vous faites une solution en SaaS qui est sur le médical en France, bah, du coup, bon, vous connaissez votre écosystème. Si vous allez aux États-Unis, sachez que si jamais il y a vraiment un intérêt médical prouvé, en fait, il y a une partie en fait, de l'abonnement que vous allez que vous allez proposer en fait aux particuliers qui peut être remboursé par le système médical. Donc, en fait, il vaut mieux se renseigner sur les opportunités, sur les contraintes. Merci, Michael. Je crois que Clément, Les deux. Je pense qu'il y a quand même un aspect de régulation, s'assurer que, on le voit nous quand on importe des produits sur des plateformes qui ne sont pas forcément recommandables chinoises. Faut pas se retrouver à vendre des produits qui ne sont pas qualifiés pour les marchés visés. Donc, faire très attention parce que ça peut, d'un point de vue légal et juridique, vous exposer à pas mal de choses. Donc, je pense que la première contrainte, c'est ça. Des contraintes, je pense que Clément, tu rebondiras. Et ensuite, fiscale. Bien regarder aussi les contraintes fiscales parce que, notamment les États-Unis, même dans certains États, chaque État a des règles fiscales très différentes et il faut bien être au fait pour vendre du digital. Parce qu'on peut aller très vite, mais on peut s'exposer aussi vite qu'on se développe. Surtout que là-bas, le fiscal aux États-Unis, c'est pas du civil comme chez nous, c'est du pénal. Donc, si vous faites n'importe quoi. Euh, alors, en Europe, pour le SaaS, je dirais que ça passe déjà d'un point de vue RGPD. La plupart des réglementations sont quand même européennes, donc il n'y a pas de souci, y compris là où vous mettez vos données. Dès que vous sortez en fait de l'Europe, ça devient beaucoup plus compliqué d'un point de vue légal. Après, on reste quand même sur des modèles beaucoup plus scalables que d'autres. Donc, effectivement, il y a pas mal d'opportunités de ce côté-là. Vous êtes responsable des données, donc ça veut dire du contenu, de ce qui est vendu potentiellement si vous avez une marketplace, comme de toutes les données qui sont autour de votre plateforme en SaaS. Donc ça, c'est important. Autre chose, vous vendez un logiciel. Dans SaaS, il y a service. Souvent, vous avez de la formation, vous avez un certain nombre de choses. Vous ne vendez pas juste un produit comme ça. Donc ça, faut pas l'oublier. Vous avez souvent une partie formation et tout ce qui va autour qui sont très, très importantes et qui doivent être adaptées. Voilà. Merci, Clément. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ou des dernières questions? Non. Je tenais à remercier les intervenants. Vraiment, merci à tous pour votre temps, pour votre qualité de retour. Et puis, merci aussi aux participants de ce webinaire. Je vous partagerai demain, du coup, la présentation. Si les intervenants veulent qu'on partage les mails, vous pouvez me le dire. Comme ça, je pourrai donner vos contacts. Et on pourra, vous n'hésiterez pas à poser des questions ou à les ajouter sur LinkedIn, hein. C'est aussi l'occasion d'échanger avec du coup, ces acteurs un peu plus institutionnels, Business France, CCI, Sirena, avec nos 3 intervenants, mais aussi n'hésitez pas à contacter ces entrepreneurs, Laurie, Mickaël, Sébastien, qui se feront, je pense, un plaisir de vous faire des retours si vous en avez besoin. Oui. Oui, oui. Bon, merci à tous Merci. Au revoir. et à très vite. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci à Au tous revoir. et Au toutes. revoir.